est en retard et on ne fait pas attendre des ministres, mais on fait encore moins attendre des étudiants. Parce que s'ils prennent aujourd'hui l'habitude de ne pas être à l'heure, c'est mal parti pour demain. Donc je vous prie de nous excuser. Mais l'excuse, elle est fondée. Nous parlions de contre-culture. En face de ministres, ça peut s'expliquer pour probablement conclure qu'aujourd'hui, il y avait de tels réseaux de diffusion que le mot contre-culture n'était plus d'actualité. Vous allez parler des jeunes. Je vous laisse la parole. Et d'abord à Emmanuel Etis, qui a une qualité, peut-être d'autres, mais qui a une qualité, c'est que depuis la naissance du Forum d'Avignon, il le soutient, et il le soutient avec ses étudiants et les autres étudiants qu'il reçoit en Avignon. Merci. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le ministre de la Culture de Slovénie, Monsieur le ministre de la Culture du Patrimoine du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Forum, cher Nicolas Sédou, Mesdames et Messieurs les invités du Forum, chers membres de notre communauté universitaire, chers étudiants, nous sommes très heureux d'accueillir pour la 6e fois dans notre université le Forum d'Avignon. Nous sommes très heureux, certes, mais la 6e fois, cette année est un peu particulière, puisque les étudiants qui sortiront diplômés de master n'auront connu que la crise économique. Mesdames, Messieurs, quand on veut construire un dialogue intergénérationnel, il faut quand même imaginer que ce dialogue n'est pas simple quand vous avez une jeunesse diplômée qui n'a eu comme perspective que la crise économique connue. Dieu merci, la question de la culture que nous allons débattre ici nous donne d'autres perspectives. Mais encore une fois, ça ne simplifie pas ce dialogue intergénérationnel. Je tiens à remercier particulièrement notre ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui revient dans cette université. Elle y était cet été, le 12 juillet, pour signer en France un accord cadre national entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, afin de développer et de porter avec force les pratiques étudiantes entre nos deux ministères, ce qui est quelque chose de tout à fait important et exceptionnel en France, un accord cadre qui, j'espère, va se décliner, comme c'est en train de se faire dans toutes les régions de France, et qui vont permettre à nos étudiants d'avoir une circulation plus fluide entre les dispositifs et les institutions culturelles. Dans notre université, nous continuons d'ailleurs, dans le cadre de cette convention, à travailler. Nous allons mettre en place cette année le premier doctorat de création universitaire ouvert aux artistes, car c'était un enjeu national pour la France que de mettre en place dans nos universités, enfin, un doctorat de création qui diplôme au plus haut niveau du diplôme français les artistes. J'avais envie de vous dire en introduction, puisque j'ai la lourde charge cette fois-ci à la fois de faire cette introduction puis ensuite de faire la modération, simplement de vous rappeler un souvenir que moi, quand j'étais étudiant ici, la seule lecture que j'avais à l'époque, au moment où j'ai commencé cette université, puisque j'ai été aussi dans l'université d'Avignon, c'était Kepler. Et pourquoi je lisais Kepler, Johann Kepler, l'astronome allemand? Parce que je trouvais que le livre qu'il avait écrit, qui avait un très beau titre traduit en français chez Gallimard d'ailleurs, c'est « Le secret du monde ». Merveilleux, le secret du monde. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet ouvrage? On apprend que Kepler va revoir les théories de Copernic et va essayer d'imaginer comment les planètes que nous voyons dans le ciel, les étoiles qui sont dans le ciel, tournent. Et il va faire une découverte inouïe, ça ne tourne pas d'une manière circulaire, ça tourne sur des orbes. Les orbes des planètes, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait circulaire, qui est un petit peu plié. Ce qui est très drôle aussi quand on lit le livre de Kepler, qui date de 1571, eh bien, c'est qu'on découvre que la grande question de l'époque en Europe, c'était mais comment ces planètes tiennent-elles? Et dans le livre, il est indiqué qu'on pense que les planètes sont fixées sur des orbes solides, mais qui sont invisibles. Seule la planète est lumineuse. Étonnant en tout cas, ça va ouvrir des perspectives culturelles et scientifiques pour repenser le monde. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois que quand une Europe se tourne vers la pensée, le progrès, eh bien, il faut avoir des perspectives communes. Et je crois que ce soir, on va parler aussi de perspectives communes en matière culturelle, parce que ça ouvre évidemment des horizons. J'avais envie de vous dire aussi, en tant que président d'université, nous diplômons à tous les âges, donc c'est vrai que jeunesse et les pouvoirs de la jeunesse en matière de culture, c'est toujours très difficile à définir, parce que j'ai la sensation que tous, dans cet amphi, ce soir, vous êtes tous très jeunes, au fond. Vous redevenez jeunes.
Au reste, j'ai croisé avant-hier un texte très joli de Miossec, parce qu'il faut aussi avoir ce dialogue intergénérationnel qui dit cette chose-là, mais qui nous dit aussi comment vieillir ensemble. Je vous en lis quelques lignes pour terminer mon introduction. Parce que les jeunes doivent aussi entendre comment on pense les choses un petit peu plus tard. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Donne-moi des monts et des merveilles comme si j'avais 20 ans. Est-ce qu'on peut t'appeler encore mademoiselle? Tu as toujours 20 ans. On joue toujours avec les allumettes et les flammes, avec le désir. On n'a qu'une envie, qu'une requête, de rire. Comme si on n'allait jamais mourir. On a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. On ne battra jamais en retraite. On a toujours tant de choses à offrir. Je pense que là se trouve aussi le secret du monde. Et enfin, une phrase de Jean Cocteau qui doit nous rappeler aussi ce que sont les pouvoirs de la jeunesse. La jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Bienvenue à l'Université d'Avignon. Je passe donc d'abord la parole à notre ministre, Aurélie Filippetti, pour 3 minutes. Comme tu veux, comme vous voulez, pardon. Mais on peut aussi se tutoyer quand on n'a plus 20 ans. Et merci à toi, cher Emmanuel, Monsieur le Président de l'Université d'Avignon. Merci, cher Nicolas Sédou, Président du Forum d'Avignon. Merci surtout à chacun d'entre vous d'être présent ce soir dans ce débat autour des pouvoirs de la jeunesse. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce débat avec mes collègues ministres de la Culture de Slovénie et du Sénégal qui partagent évidemment avec moi cette grande ambition et volonté politique de mettre la jeunesse au cœur d'un projet culturel qui ne soit pas seulement un projet national enfermé dans des frontières étriquées, mais et parce que c'est aussi, je crois, le propre de la jeunesse d'avoir envie de franchir toutes les frontières, mais ce travail ensemble que nous menons et auquel je veux associer d'autres ministres qui sont présents au Forum d'Avignon, le ministre de la Culture de Roumanie, le ministre de la Culture de Palestine et le ministre de la Culture d'Afrique du Sud. Merci à vous trois aussi. Alors, nous avons en matière de jeunesse, évidemment, la jeunesse d'une révolution en matière culturelle, la révolution numérique qui, effectivement, s'il y a 15 ans encore, était à ses frémissements. Et donc, je crois que, plus encore que la crise économique, dans laquelle les étudiants, vous ici, avez grandi en quelque sorte, mais qui finalement, si on prend un peu de recul, frappe nos pays depuis même jusqu'à ma génération, c'est-à-dire ça fait à peu près 40 ans qu'on vit en France sous la crise économique et que malheureusement on vit avec cette perspective, ou plutôt avec cet horizon bouché. Mais la révolution, et la véritable révolution, elle est technologique, elle est évidemment l'irruption du numérique dans nos modes de consommation, dans nos modes de production culturelle. Et le numérique a été envisagé au tout début, comme toutes les révolutions, comme la révolution copernicienne que tu évoquais tout à l'heure, avec crainte, avec peur, parce que ça suscite beaucoup d'inquiétudes, un changement radical de perspective, que ce soit le changement de l'ordonnancement des planètes, le changement des géographies avec les géométries non euclidiennes, qui ont, moi, été, pour ma part, ce qui m'a le plus marqué pendant mes études. Changement de perspective avec aussi soudain des modes de communication qui ne sont plus des modes de communication verticaux, mais bien en réseau, horizontaux, avec ainsi une forme finalement d'égalité entre l'émetteur et le destinataire, qui d'ailleurs se confondent et qui remettent en cause les schémas traditionnels de la communication. Donc le numérique aujourd'hui, il est au cœur de nos politiques culturelles. Le numérique, il est au service de la créativité,
Avec Abdulaziz Ndiaye, on a travaillé, on a échangé ensemble sur cet enjeu décisif. Il y avait une opération qui s'appelle le Tandem Dakar-Paris 2013, qui a été organisée par l'Institut français et qui a d'abord permis qu'à Dakar, on organise une grande opération d'open data qui a été l'occasion de travail collaboratif, les Jocolabs, la cantine, avec des acteurs des communautés numériques sénégalaises et françaises. Ça, c'était le printemps sénégalais. Et après le printemps sénégalais est venu l'automne numérique français, qui s'est achevé le 7 novembre. Évidemment, je me réjouis de voir que la France a accueilli, là encore, des catalyseurs d'innovation, de créativité, à Paris, au cœur de Paris, au NUMA, qui est le nouveau lieu dédié à l'innovation. C'est là que se poursuivent les échanges entre nos deux pays et entre les acteurs des communautés numériques de nos deux pays. On doit faire de la révolution numérique une révolution citoyenne aussi, au service de la créativité. C'est pourquoi j'ai lancé le premier hackathon du ministère de la Culture, qui était d'ailleurs dans la foulée des ateliers de Dakar, une politique d'ouverture des données publiques, pour permettre justement aux jeunes start-up, aux jeunes innovateurs, aux jeunes créateurs de travailler à partir de données numériques et d'en faire des sources, des outils de création ou de recréation. Ça génère des pratiques, des usages inventifs qui sont une chance pour, bien sûr, l'ensemble de la culture, pas seulement pour la diffusion. On a trop tendance à utiliser simplement le numérique comme un outil au service de diffusion et pas comme un process dans la création elle-même. Tous ces usages, évidemment, ils vous sont familiers puisque vous êtes des générations natives du numérique. Vous savez, bien sûr, vous saisir intuitivement de tous ces outils. Et donc, c'est plutôt nous qui devons vous suivre. D'ailleurs, c'est un peu le principe des gens qui n'ont plus 20 ans, c'est de parler de ceux qui en ont 20, alors que ceux qui ont 20 ans ne parlent pas tellement de ceux qui en ont 40, 60 ou 80. Et c'est évidemment pour cela que je veux porter une politique culturelle qui puisse accompagner, être au service des vrais usages, des usages réels des générations d'aujourd'hui. Il faut encourager, accompagner, sécuriser juridiquement, parce qu'on en a besoin, ces pratiques innovantes. Il faut permettre aussi de lutter contre les inégalités qui peuvent se développer avec le numérique, comme avec l'ensemble d'ailleurs des outils technologiques, pour permettre à chaque citoyen, chaque enfant, chaque jeune citoyen, de développer son propre capital numérique, pour paraphraser Bourdieu en quelque sorte. Le numérique, c'est la promesse d'un accès plus large, plus aisé aux œuvres et à la création elle-même, mais il peut aussi générer de grandes inégalités. Et donc, il faut combattre, enrayer ces inégalités pour permettre, là encore, que le numérique soit un outil au service de la citoyenneté. Le succès de la première édition de l'automne numérique témoigne de la vitalité de la création, mais pour le moment, il a encore été finalement assez confidentiel et il faut qu'on puisse élargir son audience parce qu'on ne libère pas des données dans un espace vide, on doit libérer des énergies dans un espace public. Pour faire d'Internet cet espace public qui permette à chacun de nos concitoyens d'exprimer sa créativité, mais en même temps de respecter les droits de chacun, nous avons besoin de l'Europe. C'est le message que la France a porté au Conseil européen du numérique le 24-25 octobre dernier. L'Europe ne doit pas être simplement un espace de consommation des services numériques qui sont développés ailleurs, outre-Atlantique en particulier, via des technologies, des modèles ou des normes que l'Europe ne maîtriserait pas. C'est un enjeu de souveraineté là aussi. L'Europe doit veiller au renforcement de son autonomie stratégique dans ce domaine. Elle doit aussi garantir qu'Internet puisse fonctionner comme un véritable espace public, ouvert à tous, respectueux des droits de chacun et évidemment des droits des peuples à maîtriser leur propre destin et donc aussi leurs propres données. Nous partageons ces préoccupations avec Uroš Grlić qui a beaucoup défendu aussi l'exception culturelle au printemps dernier. Cette ambition-là, c'est celle d'une Europe très forte qui permette aux jeunes citoyens européens, parce que finalement, il n'y aura d'Europe que construite
par les jeunes générations, eh bien, il faut qu'elle repose cette Europe sur un projet qui ne peut être qu'un projet culturel. Et c'est pourquoi on s'est tellement battu sur cette notion d'exception culturelle. L'exception culturelle, ça n'a jamais signifié, et je salue Jacques Toubon qui est dans la salle et qui a brillamment porté ce combat en 93, ça n'a jamais signifié un repli sur des frontières nationales ou européennes, sur des mécanismes un peu frileux de préservation d'une capacité d'exprimer une sorte de folklore culturel, mais bien au contraire, c'est la préservation de mécanismes qui permettent d'encourager des modes de création, d'expressivité artistique, de diversité culturelle qui permettent à chacun de s'exprimer, qui permettent ainsi, finalement, là encore, de respecter le droit des peuples à l'expression artistique. L'Europe de la culture, c'est aussi évidemment des budgets qu'il faut défendre. Je pense au programme Europe créative, que nous avons voté mardi dernier, enfin avec le Parlement européen. L'enveloppe globale a été augmentée de 9% pour la période 2014-2020, et donc c'est une bonne chose. Ça va être voté dans les semaines à venir par le Conseil européen, mais là encore, c'est un motif de satisfaction pour nous, même si on doit rester très vigilant. Là encore, ce programme va permettre de financer, d'accompagner des nouvelles entreprises, des leviers de croissance, et aussi évidemment des filières créatrices d'emplois. L'Europe de la culture, ce sont aussi des réseaux qu'il faut renforcer, des réseaux d'étudiants, des réseaux de professionnels. Et c'est évidemment parmi les domaines culturels qu'on trouve ceux qui vont donner un nouveau souffle à ce projet européen dont on regrette si souvent qu'il soit en panne. Et le projet culturel, le projet créatif doivent occuper une place centrale dans les prochaines discussions autour des élections européennes au printemps prochain. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'organiser dans la foulée des grandes mobilisations que nous avons eues ces derniers mois et des belles victoires sur l'exception culturelle, sur la diversité culturelle, donc d'organiser en avril prochain un forum consacré à l'Europe et à la culture à Paris, au Palais de Chaillot. Nous avons besoin d'une Europe forte sur ses bases, et ces bases, c'est le projet culturel, ce sont les acteurs du monde de la culture et ce sont les peuples qui partagent et qui échangent à travers la culture. C'est ça qui donne ou qui redonne tout son sens à la construction européenne. Ça passe évidemment par vous. Ces pouvoirs de la culture, si nous voulons les préserver, c'est avec vous, avec les jeunes, qu'il faut les construire, puisque c'est vous qui vous engagerez pour être les créateurs de demain, les amateurs de demain, en tout cas ceux qui échangeront, qui seront émus, qui partageront à travers la culture, qui seront les premiers bénéficiaires et les premiers amoureux de la diversité culturelle qui pourra s'exprimer sur tout le continent et dans un dialogue fertile avec les autres continents, pour que les créateurs aussi puissent continuer de vivre de leur art. Alors je voudrais citer pour conclure François Mitterrand qui s'adressait en ces termes à la jeunesse européenne. Il disait « L'Europe est aujourd'hui d'une certaine manière de nouveau freinée. Elle se freine elle-même, il faut le dire, très souvent, tout simplement en oubliant qu'existaient aussi des peuples, des citoyens, et dans ces peuples, parmi ces citoyens, des jeunes, sans lesquels rien ne peut être construit. » Vous avez donc un grand rôle à jouer en Europe pour replacer la culture au cœur de ce projet européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Culture slovène. Dear ladies and gentlemen, dear ministers, the demographic map shows that the European continent is aging. We have to be honest and admit that the generation which achieved its social reality in the years of economic growth created favorable working and social conditions for itself, and that's the only right. However, the problem is that the generation which is entering social reality in this time of economic crisis is facing a closed door. The combination of these factors is putting young people in an unbearable situation in which they are actually a minority fighting for their rights.
It must be understood that the problem of the present situation of young people is not only a matter of better intergeneration dialogue or solidarity, but above all of recognizing the basic fact that a community's progress depends to a great extent on its ability to renew itself, to include, accept, and implement new ideas, and to be flexible and enable its own regeneration. A society which is not prepared to involve youth is destined for stagnation. I may illustrate this with a metaphor. Who is not prepared to change the water in his swimming pool every now and then will sooner or later be forced to swim in mud. In the language of psychoanalysis, we should say that recognition of this problem is the first step to solving it. The problem of youth unemployment has become one of the most burning issues in European countries in the last 2 years and must now also become one of the priority tasks of their governments. I believe that European community has taken a great and decisive steps forward with a youth guarantee, which resolves this issue strategically, non-ad hoc. And now some figures. As you know, Slovenia is facing quite strong economic crisis, and the figures about unemployment are very hard. 12% of population is unemployed. Unemployment during the young is 26. 500 students finish Faculty of Art on visual art, on film, on theater, and they have some possibilities, but of course especially the doors of public institutions are for them closed. In the culture field, we have more than 6,000 employees in a public sector. All cultural sector has 23,000 employees. But to illustrate the problem is to see, for example, the average age of actor employed in a public theater. It's 46. Average age employed actor in a puppet theater is 39. As the Minister of Culture, I'm aware that culture is one of the most vital organs in the social body, and the fact that it may deteriorate can be fatal to it. Statistically, analyses show a slightly declined number of young people becoming self-employed of culture in the last 3 years. We have very special status of self-employed, which is protected, but of course, artists should have their work. They live from their work. Furthermore, the demographic maps of employees in public institutions have been aging from year to year, which is a clear indication that changes are urgently needed. The National Program for Culture for the next period that we just adopted is the fundamental document of Slovenian cultural policy and address the problem of youth unemployment in the chapter of labor market, the changes in the labor market in culture, and actively strives to improve the position of young creators. It anticipates priority support for programs and projects which include the creation of new employment possibilities and programs for training and transferring knowledge to young people entering the labor market, targeted support for first-time projects of young self-employed people, and unchain the employment possibilities by promoting social entertainerships in culture. Because the Ministry of Culture in Slovenia is not responsible only for the art but also for the media, the National Program for Culture brings very important new step and brings also for the young journalist very special goals which will be realized. Well, one of the field which Ministry
already mentioned, which is in very important growth, is field of cultural and creative industry. They are currently in a full swing and which reform our current economy in a way not fully explored yet, and which we will certainly offer us much more in the future. Ministry of Culture is therefore decided to open the call for the co-financing of projects in the field of culture and creative industries, because we believe that this is a promising field and brings the new jobs for youngs. I'm aware that the position in which young Europeans currently find yourselves is unbearable and requires sensible and thoughtful solutions. I also believe that the problem concerns not only you, but Europe's future in general, and that solving this problem should not be avoided any longer, as was the case in the past. It's not a problem that can be solved merely with several superficial modifications. It will have to be surmounted tactfully, in depth, and seriously. Thank you. Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine du Sénégal. Madame le ministre de la Culture, je vous salue. Je suis particulièrement heureux d'être ici chez vous aujourd'hui, compte tenu des très grandes relations que nos deux pays partagent. Monsieur le ministre de la Culture de Slovénie, Monsieur le ministre de la Culture de Roumanie, je crois et de Palestine. Je suis très heureux. Vous voyez, je suis particulièrement heureux d'être sorti du conclave là-bas et de venir ici devant les étudiants, parce que ici aujourd'hui, je peux dire que je suis protégé par la liberté d'expression de l'académie. C'est le cas. Le monde est en crise et il faut se rendre compte de cela. Le monde est en crise, mais cette fois-ci, le désarroi n'est pas seulement en Afrique. Ah non, c'est important. J'ai 59 ans, dont d'ailleurs 30 que j'ai passé dans l'administration française et européenne. Ce n'est que depuis 2 ans que je suis retourné dans mon propre pays. Et je peux vous dire que je n'ai jamais entendu une crise humaine pour laquelle on ne plaçait pas l'Afrique au centre, à l'épicentre des désarrois. Cette fois-ci, c'est une crise sans épicentre. C'est une crise donc qui teste toutes les cultures. Le dominant, aujourd'hui, est testé dans ses propres repères. Ce que l'Occident a perdu en premier, c'est la notion de ce marché efficient capable d'allouer les ressources d'une nation d'une manière équitable qui respecte à la fois la structure nationale, la structure ethnique, la structure sociale en général. Parce que ethnique, on l'utilise que quand on parle en Afrique. Ici, on dit social. Mais l'Europe est testée dans cela. Moi, j'étais particulièrement touché quand j'ai vu ce qui s'est passé en Grèce, quand j'ai vu ce qui s'est passé en Espagne, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Chypre. J'étais particulièrement touché parce que je dis, pour une fois, on est en train de voir des structures solides, des cultures établies, vraiment, face au marché, être secouées par le marché. Les marchés n'avaient jusqu'ici secoué que les misérables économies africaines avec des programmes d'ajustement structurel dont on n'a pas compris le sens. On le comprend au Sénégal quand on vient et qu'on voit que le ministère de la Justice
a repris un joyau national, notre musée national, pour en faire une chambre de cassation. J'aime bien la justice, mais on ne doit pas prendre à la culture pour renforcer la justice. Mais ça, les programmes d'ajustement structurel étaient capables de nous en convaincre. Le marché était capable de nous dicter cela. Le monde a changé. Les dominants ne sont plus les dominants. Aujourd'hui, mon principal interlocuteur, quand je parle des projets nationaux sénégalais, c'est la Chine. La Chine a construit le Grand Théâtre National du Sénégal. La Chine va nous construire, devinez quoi, le musée des civilisations noires. Un musée qui n'est pas pour le peuple sénégalais seulement. Un musée qui sera pour l'ensemble de la communauté noire internationale. Toutes les diasporas noires vont pouvoir partager ce musée. Et devinez quoi, nous, Africains, nous, Sénégalais, nous sommes capables d'en choisir toutes les modalités du contenu. Ça, c'est nouveau aussi. Le monde a changé parce que nous travaillons entre nous. Aujourd'hui, nous développons un axe fort entre Pretoria et le Sénégal et Dakar, comme nous avons développé un axe fort entre Dakar et Paris. Nous le faisons avec Pretoria et nous sommes en train de faire un jumelage entre Robben Island, île de douleur, et Gorée, île de douleur. Robben Island, île qui a donné aussi l'émergence d'une grande démocratie qu'est l'Afrique du Sud, et Gorée qui a aussi participé à l'émergence de la démocratie américaine, une démocratie moderne dans le monde, mais qui continue d'inspirer les Africains à plus de gouvernance et à plus de qualité dans le service public que nous donnons à nos nations. L'Afrique se cherche un discours. Et c'est notre jeunesse qui va l'inventer. En Afrique aujourd'hui, les jeunes ne tendent pas la main. Si vous regardez notre jeunesse de la culture urbaine au Sénégal, qui est l'une des trois, je crois, la troisième plateforme à part les États-Unis, la France, je crois que nous venons après ces grandes plateformes de culture urbaine, ils ne tendent plus la main. Et il ne faudrait pas que l'Europe se laisse tromper par l'histoire. Parce que l'histoire joue toujours des sales coups aux dominants. L'histoire est en train de donner une projection de l'Afrique qui perd 17 600 de ses enfants sur les côtes européennes, voulant entrer en Europe par l'immigration clandestine. Mais cette image, si difficile est-elle à supporter, fut-elle à supporter, elle est quand même une image qu'on peut compenser avec beaucoup d'autres choses. Beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui ne veulent pas venir en Europe, ils veulent se réaliser chez eux. Ils ne veulent pas développer, ils veulent se développer. Ils ne veulent pas d'un développement, ils veulent de l'auto-développement. Et ça, c'est la culture qui va nous donner les moyens de le faire. Parce que j'aimerais pouvoir le dire en langue française, en Wolof c'est beaucoup plus précis. On a un ancêtre qui dit, quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous allez. Et quand vous ne saurez pas où vous allez, tout ce qu'on pourra vous donner, vous ne saurez pas où l'amener. Vous ne pourrez pas vous développer. C'est par cette culture-là que nous commençons en Afrique en donnant une place importante à la jeunesse. L'arrivée de cette jeunesse, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la culture urbaine, nous ouvre un espoir fort. Rappelez-vous seulement en 2011-2012, ce sont les jeunes qui ont dit non à la transformation de la démocratie sénégalaise en une sorte de monarchie. Ces jeunes-là, ils s'appellent Y'en a marre. C'est ça leur nom, ils se sont choisis ce nom. Mais aujourd'hui, les hommes importants de ce monde, quand ils viennent visiter notre pays, ils ne visitent pas seulement les chefs d'État, les premiers ministres et les ministres. Ils visitent aussi les groupes de Y'en a marre parce qu'eux ont donné un espoir à la jeunesse sénégalaise comme quoi leur destin est entre leurs mains. Ils peuvent demander, mais pas trop tard, tendre la main. Obama l'a fait, Hollande l'a fait, et d'autres l'ont fait, madame. Ils ont rendu hommage à cette jeunesse qui se bat. Ne vous laissez impressionner par personne, vous, jeunesse d'Europe. Reprenez les choses en vos mains. On vous exige d'être formés.
à ce que vous souhaitez faire dans vos cultures. Revendiquez qui vous êtes d'abord. Si vous ne le faites pas, comment voulez-vous devenir quelque chose? Revendiquez ça. C'est l'engagement-là qui fera de vous des agents du changement ici. La crise peut être vaincue en Europe en gardant les merveilleuses cultures européennes. En tout cas, nous voulons rester aux côtés de la France pour continuer à travailler et faire de telle sorte que nos cultures vivent de nos forces et de notre jeunesse. Je terminerai simplement en disant, nous, ce que nous faisons à notre jeunesse. Nous essayons de lui donner une plateforme juridique qui lui permette de maintenir sa créativité. Il faut que le droit d'auteur et le droit voisin soient respectés dans notre pays. Ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons. Nous mettons en place une nouvelle société de gestion collective pour le faire. Il faut que l'acteur culturel soit respecté dans son art, parce que c'est l'art qui génère ce qui reste pour demain. Et demain, on l'appelle culture. Mais il a toujours été au départ un bout d'art créé par quelqu'un. Et nous essayons de faire que nos artistes vivent de leur art en faisant que de telle sorte qu'ils aient une protection sociale. Nous ne voulons pas enterrer nos artistes dans des fosses communes. Nous voulons leur donner tout le champ du pays pour rayonner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand j'entends un discours comme ça, je me dis toujours, effectivement, que cette phrase aussi qui nous dit que la minute qui sépare l'enfance de la jeunesse est d'une violence inouïe. Mais on en a très vite conscience. Notre jeunesse, maintenant, a le sentiment d'exister. Et son sentiment d'exister, elle le prend aussi en posant ces questions. Des questions tournées vers l'emploi, l'Europe, la culture, qui vous sont directement adressées, mesdames et messieurs les ministres. Donc je vais demander aux étudiants qui ont préparé des questions de lever la main, de prendre la parole et de s'adresser directement à vous. Nous allons écouter notre jeunesse étudiante. Bonjour. Vous m'entendez ? Si vous voulez bien vous présenter à chaque fois. Bien sûr. Je m'appelle Swan Périssé. Je suis étudiante à Sciences Po Paris et intermittente du spectacle. Madame la ministre, messieurs les ministres et tous les autres qui ne sont pas des ministres. Bonjour. D'abord, merci de donner enfin la parole à la jeunesse et aux étudiants. Dans la salle conclave au Palais des Papes, on a essayé de nous coincer dans la mezzanine en haut et nous nous sommes battus pour pouvoir aller dans la salle auprès des débats, auprès de ceux qui posent les questions, et nous avons gagné. Donc je pense qu'on peut dire que c'est la première victoire de la jeunesse sur la culture dans ce Forum d'Avignon 2013. Merci à l'organisation du Forum d'Avignon et à vous aussi, parce que derrière nos visages et nos minois sérieux d'étudiants profonds se cachent des bouilles ravies d'être ici et d'être parmi les 12 universités qui sont partenaires du Forum d'Avignon. Donc, merci à vous tous. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui et pourquoi m'adresserai-je à vous, Madame la Ministre? C'est pour vous demander d'initier la création de réseaux européens étudiants autour de la culture. Alors concrètement, comment le faire? Ça serait bien que ces réseaux étudiants aient des partenariats avec les entreprises parce que j'imagine déjà les étudiants européens constitués en réseau qui diraient la culture européenne c'est important, la culture européenne c'est important, mais il faut aussi qu'il y ait une concrétisation de ces débats, une concrétisation qui se fera à l'aide de l'expérience des entreprises, de leur expertise et, disons-le honnêtement, de leur aide et de leur soutien économique. Donc, la création de ces réseaux est essentielle car elle sera le socle commun
de cette jeunesse européenne et de la cohésion sociale européenne. Tout à l'heure, dans les débats, quelqu'un a cité Roland Barthes et parlé des fragments d'un discours amoureux. Et il y a eu cette phrase qui m'a marquée, qui disait « Il faut aujourd'hui remettre le discours amoureux de la culture au centre des préoccupations. » Et même si, on le sait, et je cite ici de la pop culture, elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, ne négligeons pas, n'oublions pas le pouvoir de la jeunesse de tomber follement amoureuse de la culture. Donc la question, que proposez-vous concrètement pour réaliser ces réseaux européens entre étudiants et entreprises? Merci beaucoup. C'est évidemment une bonne initiative qui existe déjà dans une certaine mesure, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre étudiants dans les universités en général et dans les écoles, dans l'enseignement supérieur artistique en particulier. On a des universités dans le domaine des échanges, dans le domaine des arts plastiques, du design, du théâtre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors après, les entreprises... je ne vois pas très bien le lien avec les entreprises. Vous dites qu'il faut mettre les entreprises là-dedans, mais enfin, aujourd'hui, on développe des échanges entre les universités. Et voilà, c'est une intermittente du y en a marre. Donc voilà, je suis... Voilà, c'est un beau programme de faire tomber les gens amoureux les uns des autres à l'échelle européenne, donc je veux bien y contribuer. Thank you for the question. First of all, like every Minister of Culture, we have in generally 3 tasks. First, concern about the budget. We have all problems now with the budget. I don't need to explain that. The second task is to be concerned about the priority of cultural policy, to have some content which we recognize, yes, this is the first thing what we should do. And the third one is the normative pool. That means adopting the law that could sustain development of the culture. And I will try to answer on your very fair question as direct as possible. We knew, and we say to the cultural public, which is and should be very critical, that in the next year the number of employees in the public institution will not grow. But we are managing to get some very concrete goals in the sector of NGOs, self-employment in the culture, and public sector of the culture. All these sectors, on the end, are the possibility that young generation could find very creative works. And we are not just talking that, we are doing that. We are now 8 months, the new government at power, and this month we adopted la loi unique, la loi sur prix unique du livre, which is a very important step. It's a very strange law. Also, your French have it, but it works excellently, and it's one way to sustain the condition that publishing industry should do the best, that the books would be more accessible and the variety of book production will be much higher. We are now in front of adopting new law about the cinema,
which will recognize some new way of financing of this field, which is also very complex and of course gives a lot of possibility to be creative. And we are planning very concrete actions in the market of visual arts. These are all fields what we feel that our culture has a lot of possibility, and until now they will not seen like a necessity. But now, concerning the budget, concerning the crisis, concerning the unemployment, I think we have no other choice like to put such goals. Merci beaucoup. Deuxième question. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Ma question s'adresse à Madame la Ministre. Bonjour. Flora Nem, étudiante à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, en Master 2, Stratégie du développement culturel, parcours public de la culture et communication. Donc j'ai la chance d'être dans cette université d'Avignon, qui compte 13% d'étudiants étrangers. Parmi ces 7000 étudiants, on bénéficie donc de la présence de 90 nationalités à Avignon. J'ai moi-même bénéficié du programme Erasmus, puisque je suis partie 1 an en Erasmus en Espagne, à Madrid. C'est une vraie chance. J'ai maintenant une question à vous poser. Forte du succès du programme Erasmus, faut-il confier à la jeunesse le soin d'unir une Europe de la culture? Et si oui, comment? On s'est battu pour préserver le programme Erasmus, parce que vous savez qu'il avait été menacé, notamment il devait perdre son joli nom d'Erasmus, qui était un des noms qui en Europe donnait du sens. Il y a beaucoup de noms très technocratiques finalement au sein de l'Union européenne qui font perdre tout le sens, toute l'envie, tout le désir qui peut naître d'avoir des noms qui sont signifiants. Et donc on a réussi à obtenir que soit conservé le nom d'Erasmus, que soit préservé aussi les budgets pour Erasmus, parce que là encore il y avait des menaces qui avaient été faites sur l'une des initiatives de l'Union européenne qui fonctionne bien et qui contribue à créer du lien entre les étudiants, entre les jeunes et donc entre les peuples aussi, bien sûr. Donc ça crée de la citoyenneté européenne. C'était quand même un comble que l'année même de la citoyenneté européenne, puisque 2013 c'était l'année de la citoyenneté, eh bien, il y ait une menace qui pèse comme ça sur l'un des programmes les plus emblématiques de la construction européenne. Donc il faut continuer à avancer, permettre effectivement qu'il y ait des liens plus forts qui se créent encore entre des universités, entre des écoles. Moi j'étais contente de voir que effectivement il y a entre l'école du Louvre à Heidelberg par exemple des nouveaux partenariats entre Helsinki et l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc il faut qu'on essaye de mettre en place de manière encore plus forte des jumelages, pas forcément à deux, mais avec un grand nombre de pays européens. On le fait dans le domaine de la politique culturelle, enfin on l'a fait en réaffirmant la primauté de l'exception culturelle dans le cadre de la négociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. C'était très important parce que sinon c'était vraiment la possibilité d'avoir une remise en cause de l'ensemble de nos politiques de soutien aux différents secteurs culturels. Et donc, à terme, la perte de toute possibilité d'encourager des filières en matière culturelle. C'est ça qui était en jeu. Donc, il y a eu une union. Il y avait plus de 15 ministres de la culture européens qui étaient mobilisés pour l'exception culturelle. Malheureusement, à la fin, la France s'est retrouvée seule avec la Roumanie, qui nous a soutenus, mais au niveau des gouvernements, finalement, les ministres de la culture des autres pays ont été isolés par leur gouvernement, mais finalement, cette bataille-là, elle n'a pas été en vain. C'était une bataille importante qui a permis de réaffirmer aux yeux de la Commission, de cette vision très, très libérale en fait, que certains veulent donner de l'Europe, réaffirmer qu'on pouvait avoir vraiment, là encore, du contenu, du sens dans la construction européenne. Que si on avait fait l'Europe
eh bien, c'était pas simplement pour en faire un grand marché d'échange de marchandises, de facilitation du commerce, mais c'était parce que les peuples européens ont des choses à se dire, des choses à partager, et notamment à travers la voix de leurs artistes, de leurs créateurs. C'est ça l'Europe, c'est remettre du sens là où il n'aurait jamais dû disparaître. Et donc, voilà, je suis évidemment tout à fait engagée. On le fait autant que possible dans toutes les filières d'enseignement supérieur du ministère de la Culture pour diversifier les échanges, les jumelages avec d'autres universités. Merci beaucoup. Une autre question qui sera adressée à la fois à la ministre de la Culture Aurélie Filippetti et au ministre slovène. Bonjour Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. Donc, je m'appelle Anna Kiefner et je suis étudiante à la Freie Universität de Berlin. Et ma question est celle-ci. Le citoyen européen ne serait-il pas avant tout culturel, donc au-delà précisément des nationalismes historiques, et comment on peut l'incarner et lui donner vie concrètement? Well, it's quite deep question, but I think that we are very aware that what Pierre Bourdieu defined as the importance of cultural capital, like this support that is crucial for formation of individual, autonomous, critique and émancipé, comme on dit. I think the culture is, first of all, the field of creativity, but also the field of raising questions. And more the question will be raised, more the society will be tolerant, more the society will be engaged versus development, and so on. So I think that the culture, maybe in the future, should find new connection with education system, because it could support a lot to its quality, diversity, and on the end it could build a new society. I think that's very important. Les citoyens européens ou les citoyens en général, de toute façon, sont avant tout des êtres culturels. Parce que pour former un esprit et un sentiment de citoyenneté, il faut former un sentiment d'appartenance, de lien avec un corps social. Et ce lien, il ne peut s'exprimer que par une rencontre qui est d'ordre culturel. Donc, évidemment, de travailler, d'implanter, de travailler sur les musées, par exemple. Au Brésil, les gens disent que les musées sont des lieux où se résolvent les conflits de mémoire. Quand il y a des mémoires différentes, des histoires que chacun se raconte d'une certaine manière, eh bien, on travaille ces questions-là à travers des musées ou à travers des pièces de théâtre ou à travers des spectacles de danse, etc., des livres, parce que finalement, ça permet de créer un terrain sur lequel le dialogue est possible, parce que rien n'est imposé. Le musée n'impose pas sa lecture, il offre des horizons de lecture infinis et il offre la liberté d'interprétation à celui qui va y participer. Et ça, c'est la dimension, c'est la création de ce sentiment de citoyenneté. Donc bien sûr, ça se fait par la culture. Et puis il y a des grands musées, il y a des établissements qui ont joué des rôles déterminants, qui sont aujourd'hui, par exemple, le fait d'implanter le Louvre à Lens et dans cette terre du Nord-Pas-de-Calais qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité pour son bassin minier, ça a aussi beaucoup de sens. Ça veut dire qu'on redonne une fierté à ceux qui y habitent, mais aussi à toute une partie de cette histoire qui a été trop longtemps oubliée ou méprisée. Et donc la culture crée ce lien-là et crée cette citoyenneté-là. Donc bien sûr que le citoyen est un être culturel. Troisième. Chez nous aussi, hein, le citoyen est un être parfaitement culturel. On commence à redécouvrir des leçons
de l'histoire africaine, comme les grandes décisions qui ont été prises dans l'année 1236 sous Soundiata Keïta et qui concernaient l'accord de Kouroukanfoua. C'est quoi? On a décidé là-bas que les ethnies avaient des relations. C'est la société qui a décidé ça. On a décidé que les noms avaient des relations. Par exemple, moi je m'appelle Mbaye et il y en a un autre qui s'appelle Samb. On doit garder un rapport de cousinage. Mais on retrouve ce rapport de cousinage dans la résolution de tous les conflits sociaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème entre un Mbaye et un Samb, à la fin, dès qu'ils découvrent leur nom, le conflit cesse. Pourquoi? Parce que c'est une culture qui développe en elle-même des outils pour résoudre les conflits dans la société. Mais la résolution des conflits dans la société passe par la citoyenneté aujourd'hui. Il faut donc que la citoyenneté redécouvre ces liens-là qu'il y a eu. Et ce n'est pas par hasard que les Belges racontent des histoires sur les Danois, que les Danois racontent des histoires sur les Norvégiens et que les Français racontent des histoires sur les Belges. Il y a une relation. Cultiver les relations, c'est important. Ne les laissez pas mourir. Il faut que ces relations continuent à vivre pour que les liens entre les gens continuent d'exister, pour que les conflits entre les gens cessent et qu'ils trouvent un certain sens du commun. Ce qui nous fait être ce que nous sommes, c'est ce que nous avons en commun. Et ça, nous devons le cultiver. Troisième question. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Amélia, je suis étudiante aussi à l'Université d'Avignon en master stratégie développement culturel. Je voulais vous remercier déjà pour votre présence. Merci Monsieur Mbaye pour votre discours. J'ai l'impression que ça fait longtemps en France qu'on a perdu cette éloquence qui permet d'en dire beaucoup en peu de mots. Ma question porte sur l'exception culturelle. En fait, comme établi dans le rapport Lescure, l'exception culturelle, comme vous le rappeliez Madame la Ministre, tend à soutenir la création, promouvoir la diversité et réguler l'offre culturelle. Donc dans cette dimension-là, je voulais déjà, d'une part, savoir comment manier l'interventionnisme politique dans le domaine culturel et la liberté de création pour les artistes. Et dans un deuxième temps, donc dans une perspective plus européenne, je voulais savoir en fait comment arriver à coordonner à l'échelle européenne une politique visant à défendre l'exception culturelle. Merci. Sur l'exception culturelle, j'ai déjà beaucoup parlé d'exception culturelle, de fonctionnement. En fait, l'idée, c'est bien de pouvoir, avec les nouveaux modes, avec le numérique, de pouvoir intégrer les outils de soutien à la création, les outils de financement de la création, de pouvoir y intégrer les nouveaux supports numériques. C'est ça l'enjeu de l'exception culturelle, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, protéger, préserver, valoriser la diversité culturelle, les productions indépendantes, les artistes indépendants, les artistes de l'Union européenne, de les valoriser sur les plateformes numériques. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc l'enjeu de l'exception, c'était ça. Dans un univers où sinon on est quand même soumis à des plateformes qui sont essentiellement américaines et qui peuvent du coup imposer des choix par une politique d'éditorialisation qui fonctionne sur des critères qui sont des critères américains et qui donc du coup risque d'amener une homogénéisation de l'offre culturelle elle-même. Et donc derrière des pratiques, des choix. Donc l'exception culturelle, c'est ce qui permettra d'adapter nos outils pour que demain on puisse continuer à valoriser les productions indépendantes autant que les productions européennes. Donc il y a les esthétiques, je sais pas, le jazz, la musique, l'ensemble des différentes esthétiques et pas seulement les esthétiques mainstream. Donc c'était vraiment un enjeu majeur pour permettre aussi à chacun de nos États de pouvoir continuer à défendre, à financer un certain nombre de filières culturelles. On a vraiment besoin de cet outil-là. Ça permet aussi de lutter contre la concentration entre les mains de quelques-uns, de quelques grands groupes, des outils stratégiques. On sait que, par exemple, aujourd'hui, les moteurs de recherche fonctionnent selon des logiciels qui ont été pensés, conçus
selon des critères qui sont des critères qui ont été conçus outre-Atlantique. Et donc, on a une vraie difficulté pour faire apparaître les créations et les créateurs européens ou d'ailleurs de n'importe quel autre pays ou continent, de les faire apparaître sur ces outils-là, qui n'ont pas été conçus au départ comme ça. Donc l'exception culturelle, c'est aussi un enjeu de souveraineté absolument essentiel, d'indépendance, de liberté et de diversité culturelle. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé avec les autres ministres de la Culture. Maintenant, je vais prendre un autre chapeau. J'étais pendant 25 ans fonctionnaire de l'Union européenne et j'ai fini comme ambassadeur de l'Union européenne dans le Pacifique. Ce que j'ai trouvé de bien dans l'Union européenne, c'est quand on se défend ensemble. La culture, c'est la seule chose qu'on doit défendre ensemble. C'est pour ça qu'il faut que ça reste une compétence nationale dans laquelle on ajoute les forces collectives que les gens mettent ensemble pour lutter. La lutte à l'époque pour l'exception culturelle, à l'époque du WTO, de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, a été une lutte épique, mais c'était une belle lutte. Et la lutte qu'il y a eu dans la négociation avec les États-Unis pour garder cette exception culturelle, c'est très important. La culture, comme je le pense en tout cas, ne peut pas être un objet simplement de commerce. C'est aussi un objet d'identité qu'on doit savoir préserver en commun. Et il faut que tout le monde arrête non, tout le monde commence à retenir l'idée qu'en défendant l'exception culturelle, la France n'était pas en train de défendre un caprice, quelque chose de tout à fait spécifique à la France, mais était en train de donner une véritable identité à l'Europe qui l'a empêché d'être noyé sous tout le flot qui venait d'ailleurs sur une base complètement commerciale. Et le commerce, on sait comment ça fonctionne, mais on sait quel mal aussi ça peut faire quand on a vu comment le marché a failli en 2008 pour priver des gens de leur maison. En 2009, 2010, jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti du trou. Et je crois que ça, il faut continuer à lutter. L'exception culturelle française, il faut la maintenir et il faut continuer à se défendre pour ça. Merci. Good evening. Dear ministers, you look beautiful. My name is Frederick, and I come from Sweden, and I go to a Danish school called the Chaos Pilots, Social Innovation, and I'm also a cultural entrepreneur. I have a question because to me, I feel very much like a global citizen, much more than a European citizen, and many times even more than a Swedish citizen, actually. So my question is, why is it important to protect the European or national identity in this globalized world? Mais il faut que je vienne en appui à ma collègue. Il ne faut pas la saillir de toutes les questions compliquées comme ça. Moi, je viens d'un pays, c'est un petit pays sur les rives occidentales, les rives orientales de l'Atlantique, mais les côtes occidentales de l'Afrique. On avait un président qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Après avoir été président du Sénégal, il est devenu membre de l'Académie de la française ici. Il a fait toute une théorie sur comment aller de l'enracinement à l'universel. Monsieur, je comprends qu'on soit tous plongés dans la sauce globalisée, mondialisée et tout cela. Mais même dans les sauces, une patate ne devient jamais un bout de viande.
Et si vous ne vous enracinez pas dans ce que vous êtes, vous ne saurez devenir quoi que ce soit d'autre. On ne développe pas, on se développe. Le contexte peut être clanique, familial, clanique, national, international ou global. Ça peut même être universel. Mais c'est toujours son développement dont on parle. Le développement des gens. On ne peut pas rendre uniformes les gens. On a fait cette faute, ça nous coûte l'état dans lequel se trouve le monde actuel. Il y a eu des décisions qui se sont faites dans les années 80 qui ont fait que le marché gagne sur toute autre forme d'organisation humaine. Et aujourd'hui, on est traité par le marché et on en souffre. Faute d'identité, faute de culture forte qui résiste à une répartition qui est simplement logique, mais qui ne contribue pas à l'émergence des âmes solides. C'est ça. On doit être dans un monde où on renforce les êtres plutôt que dans un monde où on optimise seulement les budgets, où on optimise ceci ou cela. La performance, c'est bien, mais à condition qu'on ait une destination. Le marché donne de la performance, mais ne donne pas une destination aux âmes que nous sommes. Il nous faut retrouver nos cultures pour devenir les âmes que nous sommes. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans en Europe. Ça n'a pas fait de moi un Breton ni un gars. Je suis un Sénégalais, je suis un Diakhré qui connaît sa lignée maternelle, paternelle, jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Et parfois même de tête. Vous comprenez? On est ce qu'on est. On ne peut pas être autre chose. En Afrique, on blague souvent en disant que ce n'est pas parce que vous mettrez un bout de bois dans l'eau qu'il finira crocodile. Bonjour, donc je suis Cyrielle, étudiante à l'Université d'Avignon et de Pays de Vaucluse. Mes collègues avant ont parlé d'amour, d'identité. Moi, je vais parler d'un autre sujet qui est aussi assez important, c'est l'emploi. Donc on a vu au cours des débats hier, aujourd'hui et j'imagine demain l'importance de la nouvelle économie numérique et dans le domaine de la culture, mais aussi de l'importance du développement des métiers plus traditionnels de la culture. Et finalement, l'une de mes questions, c'est de savoir si le périmètre des métiers de la création et de la culture ne doit pas tenter de s'étendre à toute l'économie finalement et pas se limiter à une seule petite partie. Et d'une autre part, en tant qu'étudiante présente à ce forum, je pense qu'il serait intéressant pour nous de savoir ce que les gouvernements comptent mettre en œuvre pour associer création et innovation afin de favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat culturel dans le domaine de la culture. Voilà, merci. C'est 1 million, en France aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près plus d'1 million d'emplois dans le domaine de la culture, des secteurs artistiques, des industries créatives et ce qui est induit. Donc effectivement, on sous-estime souvent le poids de la culture dans l'économie. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel, c'est que la culture et les industries créatives permettent effectivement de donner non seulement une identité, un sens de la fierté aux citoyens, mais aussi des débouchés économiques, des filières d'excellence dans le domaine du patrimoine, de l'entretien et de la rénovation des monuments historiques, dans le domaine de la muséographie, de la conservation, dans le domaine du spectacle vivant et de l'ensemble de ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle et de toutes les industries créatives. Donc il faut qu'on continue à investir dans ces domaines. C'est pour ça qu'en France, à travers l'IFSI, qui est l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles, on finance un grand nombre de petites et moyennes entreprises, on les accompagne pour se développer et pour continuer finalement à pouvoir recruter. C'est des filières qui sont attractives pour les jeunes parce qu'on a beaucoup de gratification à travailler dans ces domaines, même si c'est des emplois qui ne sont pas toujours
très très bien payés, notamment au début, mais en tout cas il y a d'autres formes de gratification, et du plaisir à y travailler. Ce sont des filières qui sont très innovantes, et dans tous les domaines, même les métiers du patrimoine, il y a beaucoup d'innovations. Et c'est pour ça qu'on travaille et que nos écoles, il y a 35 000 étudiants dans l'enseignement supérieur culture qui travaillent en lien de plus en plus avec d'autres types d'écoles, des écoles d'ingénieurs par exemple comme à Grenoble, des écoles techniques, des écoles d'application, enfin, pour permettre que finalement la créativité culturelle puisse irriguer aussi l'ensemble des autres filières, et pour que les filières culturelles se nourrissent aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc la culture est aussi porteur d'avenir dans ce sens-là, qu'elle crée de l'emploi, de la richesse, des emplois non délocalisables, des filières d'excellence pour la France comme pour l'ensemble des pays européens. Donc c'est très important qu'on puisse continuer d'investir dans les formations pour les jeunes, dans cette optique-là aussi. Well, maybe some recent phenomenon shows that for example, development and striking rise of crowdfunding concept is a clear indication of young people, that young people have astonishing degree of engagement, innovativeness, and will to make their own way past all institutional guarantees. This is some kind of institution that became and grew against or without state help or public support. Of course, we must question ourselves how sustainable this model could be, but it's very important, and I think that it's time in this crisis, also time for new ideas, new models of economy, because it's obviously that what we have now could not face the challenges of the time and the needs of the people. Good evening. I'm Jacopo Pelagatti. I'm an Italian student from Bocconi University, and I study management of arts and culture. You spoke about self-employment, about involving young people in the cultural sector, and you also mentioned Bourdieu and cultural capital, how cultural capital can provide emancipation for people. And I was thinking about how Bourdieu spoke about creative class in 60s in France, and how this kind of creative class established itself. And my question is, what do you think are the major opportunities in social cultural entrepreneurship for young people? And you also mentioned cultural engineering, so also with regards to different points of view from which to see this issue, let's say. Thanks. Thank you. Well, first of all, I would go to the beginning, because I think the culture and young and creativity is some kind of natural bond. There is no culture without young, there is no culture with new ideas, there is no culture with new creativity. And therefore, in the cultural field, this stagnation or this closed door for the young artists is something what we are carry a lot. And this is not just some kind of strange development. It goes in the principal selves of the culture. Well, I think that in this time it's very important that the politics is very frank and that says something which maybe, of course, it's not for every ears, but it must really know the facts, and it must have a vision how to overcome this. I see in the cultural field, of course, a lot of possibility in the field of
creative and cultural industries, because it's the field that grows. It's the field which is very flexible, which is not on the shoulders of public financing, or not only. And this is why the governments have a lot to do here. Maybe, okay, it's not only the budget financing, but it's environment that could give the support for the development of these sectors. This is one of very important opportunities, but of course, the whole system of culture, institutions of cultures, are now facing challenge. Is this good enough for creativity? Is this good enough for the future of culture? Thank you. Au Sénégal, nous essayons de regarder quelles opportunités pour les jeunes dans le milieu culturel. Nous avons énormément de choses à réformer. Par exemple, les industries du spectacle qui pourraient offrir beaucoup aux jeunes sont fortement, beaucoup trop taxées. Il nous faut alléger la taxation. Par exemple, si on prend au niveau du Sénégal les industries du spectacle, avant même de jouer quelque part, un artiste doit sortir 45% de taxes. C'est trop. On change ça. Donc il faut créer un cadre incitatif pour les jeunes pour entreprendre des projets culturels. Et encore une fois, les projets culturels, ce n'est pas la danse seulement, la peinture, c'est aussi des actes souvent qui servent dans la société. Nous avons des jeunes qui sont dans la culture urbaine, comme dans les banlieues de Dakar, qui aujourd'hui forment beaucoup de jeunes aux technologies de l'information et aux technologies de communication, qui sont ces mêmes technologies qu'on utilise pour faire beaucoup de choses dans la société, que ce soit dans les entreprises, que ce soit ailleurs. L'infographie sert à beaucoup d'endroits, dans l'information, dans les médias, dans différents endroits, mais sert aussi à la création artistique. Toutes ces formations-là, aujourd'hui, on ne les trouve pas dans les systèmes universitaires de l'État. On les retrouve dans des systèmes organisés par les jeunes de la culture urbaine. Par exemple, à Pékin, dans les banlieues de Dakar, on a un jeune artiste de culture urbaine qui a créé, qui chaque année crée près d'une dizaine d'emplois à lui tout seul. Personne ne l'a aidé. Il a travaillé, il n'a pas tendu la main, il a regardé quels sont les besoins de formation dans son quartier. Et certaines fois, c'est des choses très simples. Un cours de comptabilité par-ci, un cours de ceci par-là. Il forme les gens de son quartier qui eux-mêmes vont trouver des petits emplois au lieu d'être des chômeurs. Peut-être qu'on n'a pas un système d'analyse comme les États-Unis, comme la France, pour pouvoir dire voilà ce que contribue la culture à l'économie, mais on sait qu'aux États-Unis, les industries créatives contribuent pour 6,8%. Donc les jeunes sont les créatifs du monde. Encore une fois, j'aime pas être trop dans la théorie, mais l'économie, en général, c'est une question de création de valeur ajoutée. Quand on parle d'un PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées créées dans le pays. Créer une valeur ajoutée, c'est être créatif. Et avant tout, donc, lâchez-vous, inventez, rêvez votre avenir et faites-le arriver, c'est ça. Et à mon avis, il faut demander, exiger au gouvernement, en tout cas c'est ce que moi j'entends de la jeunesse de chez moi, donnez-nous des plateformes pour prendre les formations qu'il faut pour pouvoir exprimer notre engagement à créer quelque chose dans la société. Et je vous dirais que nous avons tout intérêt à le leur donner parce que nous avons promis 350 000 emplois d'ici 2017 au pays sénégalais. Et moi, le gouvernement, moi, et derrière le président, on essaie de pédaler pour donner les 350 000 emplois. Et on va y arriver. Mais on compte sur l'énergie des jeunes. Et on y arrive actuellement. Imaginez-vous qu'il y a un projet qui est le projet du statut des artistes. Le jour même où on réussit ça le matin,
le soir, on aura enlevé du chômage plus de 20 000 personnes. Vous voyez que quand même, l'action gouvernementale a encore un sens pour donner simplement un statut à des gens du monde culturel et les transformer du jour au lendemain en des gens capables de gagner leur vie, de vivre de leur art ou de vivre des arts tout simplement. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on a encore le temps simplement d'en prendre une dernière question, donc je vous donne la parole. Bonjour à tous, bonjour Madame et Messieurs les ministres. Je suis Chloé Berrettoni, je suis élève étudiante à l'ESSEC et membre de la chaire Média et Entertainment de l'ESSEC. Et donc j'ai une question pour Madame la ministre. Je voudrais savoir quelles sont les initiatives de start-up dans le monde de la culture et comment et avec quel financement est-ce qu'elles réussissent à s'implanter. Merci. Les start-up dans le monde de la culture, il y a beaucoup de start-up, aussi bien dans l'univers du numérique que dans les univers plus classiques, des industries créatives, que ce soit les industries techniques du cinéma, par exemple, où on est très innovant en matière de caméras vidéo, d'écrans de contrôle, de bras télescopiques pour faire des tournages, par exemple. Les Français, ont notamment dans la région de Grenoble, mais aussi ailleurs en France, ont développé vraiment des savoir-faire très très pointus et reconnus partout. Et donc, en matière numérique, je parlais tout à l'heure de l'automne numérique et de ce qu'on a du hackathon qu'on a organisé. On l'a organisé dans une start-up à Montreuil qui s'appelle Simplon.co, qui est là encore une start-up qui travaille aussi sur le modèle de l'économie solidaire avec des gens qui sont dans des parcours de réinsertion sociale, par exemple, et en les formant, leur donnant une formation au numérique pour les inciter à se saisir de ces nouveaux outils pour inventer des applications, des logiciels qui vont permettre d'innover en matière culturelle. Par exemple, de construire un parcours d'éducation artistique autour du lieu où on est. Bref, il y a vraiment un champ très très vaste d'industrie, de PME dans l'ensemble du secteur culturel. Je disais tout à l'heure 1,5 million d'emplois, enfin 1,2 million d'emplois, mais si on intègre là-dedans tout ce qui peut dépendre d'une manière indirecte de la culture, on va bien au-delà encore. Et donc, il y a vraiment la possibilité dans ces secteurs de développer encore pour la France et pour l'Europe des filières tout à fait innovantes, pertinentes, avec des gisements d'emploi pour les jeunes. Alors, on a travaillé beaucoup depuis 1 an sur les crédits d'impôt, pour favoriser justement, là encore, l'innovation, pour favoriser l'entrepreneuriat culturel et créatif. Donc on a des crédits d'impôt en matière de cinéma et d'audiovisuel qu'on a remonté, qu'on a mis à niveau pour qu'ils soient vraiment attractifs pour investir dans ces secteurs-là. Il y a aussi un crédit d'impôt sur le jeu vidéo, sur lequel on essaye encore d'améliorer les choses, voilà, pour le rendre plus attractif, parce que la filière du jeu vidéo en France, c'est vraiment une filière d'excellence, enfin, où les Français sont tout à fait remarquables et sont d'ailleurs très demandés à l'étranger, parfois un peu trop. Du coup, ils ont tendance à partir au Canada, par exemple. Donc, on travaille là-dessus pour rendre le secteur du jeu vidéo attractif en France, et que nos jeunes ingénieurs et nos jeunes designers qui ont été formés en France, à l'école des Gobelins ou ailleurs, soient incités à rester en France et à continuer à créer en France. Mais dans le film d'animation, c'est pareil. Le film d'animation français, ça fait partie vraiment de l'excellence française. Il suffit d'aller à Annecy pour voir justement la créativité, ce qu'on appelle la French Touch, enfin, qui est là encore, et pour favoriser, pour encourager ces filières, voilà, les crédits d'impôt sont en train d'être améliorés. Et puis il y a l'IFSIC dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire là la branche de soutien à l'élargissement de la trésorerie des entreprises, l'élargissement du capital, où, comme fonctionne la Banque publique d'investissement, avec l'IFSIC, l'IFSIC va repérer des entreprises
à qui elle peut apporter un soutien en capital et déclencher en plus, derrière, un soutien encore plus important de la part de la Banque publique d'investissement, qui n'a pas forcément les outils pour repérer, identifier les entreprises des secteurs culturels qui sont vraiment les plus pertinentes et les plus porteuses d'avenir. Donc on a vraiment tous ces outils auxquels je suis très attachée, que j'essaye d'améliorer pour encourager l'économie créative et tout ce tissu des PME innovantes et créatives. Madame la ministre, messieurs les ministres, vraiment un très grand merci. La séquence à l'université est toujours une séquence essentielle. L'échange avec la jeunesse, formidable. On a pu croiser les mots d'emploi, de numérique, d'investissement, de partage, de culture, d'amour, de crocodile. Moi, je trouve ça absolument bluffant, comme à chaque fois dans cette séquence universitaire. Merci donc à nos ministres de cette chance inouïe d'échange. Je vais appeler maintenant notre chef d'orchestre pour la séquence hackathon. Merci à vous.